à cette première en ligne pour une prise en charge sanitaire de qualité des femmes, filles et enfants victimes de la violence, selon les normes et standards du paquet de services essentiels. Je suis docteur Bouziane Amel, je suis professeure assistante en gynécologie obstétrique à Casablanca et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette deuxième semaine de formation articulée autour de la prise en charge médico-sociale des femmes et enfants victimes de violences. Et pour la quatrième thématique de la semaine, donc, qui est celle des lignes directrices pour la communication et l'accueil des femmes et enfants victimes de violences et en rapport avec la crise Covid-19, nous avons l'honneur, et je pense que tout le monde ici partagera mon avis, d'accueillir Dr Bouchra Asrag, donc je pense presque tout le monde connaît. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Dr Asrag est enseignant-chercheur en santé publique à l'École nationale de santé publique. Elle est également vice-directrice de l'école et elle nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, nous remercions l'équipe de la direction de la population, en particulier l'équipe du programme donc, de prise en charge et de lutte contre la violence vis-à-vis des femmes, enfants et des femmes, filles et enfants victimes de violences. Un grand merci à Monsieur Naufel, donc, qui nous accompagne, qui est là, donc, donc il s'assure de la bonne tenue, la bonne marche de toutes les séances. Nous remercions également Dr Samira Harshawi, donc, qui s'occupe du programme et qui va nous rejoindre dans quelques instants. Nous ne manquons pas l'occasion de remercier le Fonds des Nations Unies pour la population, qui est un partenaire donc, de cette formation. Je m'excuse si j'ai oublié de remercier quelqu'un, en tout cas on remercie tout le monde. Et sans plus tarder, nous allons passer la parole à Dr Asrag. Avant cela, quelques petites, un petit mot sur la bonne tenue de la séance. S'il vous plaît, je vais vous demander de désactiver les micros pour tous les participants, afin qu'il n'y ait pas d'écran de bruit. Et concernant toutes les questions en rapport avec les quiz, en rapport avec la disponibilité donc, du contenu de formation, demain, après la dernière session, on vous répondra à toutes ces questions-là. Vous saurez comment est-ce que vous obtiendrez donc, les documents, comment est-ce que vous passerez le quiz, comment vous obtiendrez la certification. Donc demain, Inch'Allah, tout le monde aura réponse à cela. Je remercie ceux qui sont fidèles. Je reconnais certains noms. Maintenant, je les reconnais à travers l'écran parce qu'ils ont été avec nous, pour certains, depuis la première semaine. Donc, nous vous remercions beaucoup de vous intéresser à la thématique parce que, effectivement, c'est tous contre la violence sexuelle et la violence vis-à-vis des femmes en général. Donc, c'est un lapsus. Je suis gynéco, j'ai parlé de violence sexuelle, c'est la violence en général. Voilà. Ousseda Serrag, à toi la parole. Merci beaucoup, professeur Amel, pour cette invitation à participer avec vous dans ce cycle de formation. Je suis très ravie d'être parmi vous. Et aussi spécifiquement aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous quelques connaissances et aussi quelques pratiques à suivre en matière de l'accueil et aussi de la communication à l'égard des femmes et enfants victimes de violences. Et moi, je ne dis pas que les femmes ou enfants, mais toute personne victime de violences. Mais là, nous allons traiter tout ce qui traite à la violence, la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Avant de commencer, j'aimerais bien rendre hommage à tous nos professionnels qui sont présents ici avec nous et aussi sur les terrains qui n'ont pas aménagé aucun effort dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Et c'est vraiment, on va le voir avec l'augmentation des cas de violence avec cette pandémie, ça a amené à fournir plus d'efforts et aussi à être présent et à répondre présent. Vraiment, sans vous, on ne peut pas arriver vraiment à ce contrôle de cette pandémie maintenant. Comme j'ai déjà dit dans la séance précédente, ce n'est pas du tout facile de traiter ce thème sur la communication et accueil, qui sont des thèmes en rapport avec tout ce qui est soft, avec le comportement, avec des choses qu'on ne peut pas traiter qu'à travers des ateliers et à travers des jeux de rôle.
et à travers vraiment des cas concrets, des études de cas, et qu'on fait même sans avoir recours au PowerPoint. Mais là, je suis dans l'obligation de m'incliner à la demande du programme et aussi, vu la situation de la pandémie, on ne peut pas faire ça en présentiel. Et là, on va juste partager avec vous ces connaissances. Et là, j'ai essayé un peu de mettre, avant de commencer, partager avec vous un scénario que vous vivez chaque jour dans vos structures. Et là, ça va être une petite introduction et bride de glace entre nous avant d'entamer la séance d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez passer en plein écran? Ça fait très bien, merci beaucoup. Merci. oui, Amel, si vous pouvez m'aider à Oui, donner la parole. bien sûr, bien sûr. OK. Alors, vous êtes au travail. Pendant que vous êtes là, une petite fille court vers vous et vous dit que sa mère, là, c'est une situation, vous allez dire vrai ou faux, et on va voir pourquoi, pour un peu voir un remue-ménage, pour que vous un peu réveillez après un déjeuner copieux. Et là, il faut qu'on discute et après, on va entamer notre session parce que je n'ai pas voulu laisser cette étude de cas vers la fin parce qu'on n'est pas là. C'est une formation continue et c'est un échange plus qu'une évaluation après une formation des connaissances que vous avez appris ou non. Alors, j'aimerais bien commencer avec ça au début et briser cette règle de laisser jusqu'à la fin pour voir est-ce que les gens ont compris ou non. Alors, vous êtes au travail. Et pendant que vous êtes là, une petite fille court vers vous et vous dit que sa mère a été agressée, elle est à la salle d'attente. Que devriez-vous faire? Alors, on attend soit les réponses sur le chat. Je vais donner des propositions et là, on va voir, demander à la fille quel genre de blessure à la maman. Oui ou non? Demandez à la fille, je ne vais pas me faire trahir avec ma mimique, demandez à la fille quel genre de blessure à la maman. Alors, sur le chat, on a tout le monde qui dit toutes les réponses sont unanimes, c'est non, 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 non. C'est non, exactement. Bravo. Alors, je n'ai même pas besoin de faire cette séance. Non. Et là, la première des choses à faire, vérifier si la femme a des besoins médicaux immédiats. Il faut vérifier vous-même et pas demander à la fille parce que vous êtes pris ou quoi que ce soit. On va le voir après. Et la première étape de la réponse, écoutez les besoins. Par exemple, vous semblez souffrir beaucoup en ce moment, madame. Aimeriez-vous aller à l'hôpital parce que voir quel est le degré déjà de son état de santé, nous pouvons continuer à parler après. Alors, on peut continuer à parler après. Bravo. On a aussi des commentaires, docteur Asra, qui disent qu'il faut aussi rassurer la fille, il ne faut pas oublier la petite fille. Excellent. C'est la maman qui est la victime de violence, donc on a rassuré la fille, l'accompagner effectivement vers sa maman. On a aussi des commentaires dans le sens où c'est une urgence, donc il faut vraiment tout laisser tomber pour aller secourir finalement cette dame. Et effectivement qu'il faut évaluer le degré d'urgence une fois chez elle. C'est-à-dire que d'abord c'est une urgence et qu'il faut partir ensuite chez elle pour évaluer ce degré d'urgence. C'est ça, il faut aller vers elle et pas ah oui, moi je suis. Qu'est-ce qu'elle a votre maman? Dites-nous, est-ce qu'elle est blessée? Où il est blessé? Ou non, il faut aller voir la dame. Demandez des détails sur ce qui s'est passé à la dame. Oui ou non? Alors, vrai ou faux? Est-ce qu'on doit. Alors, je vous rappelle la mise en situation initiale du docteur Asrak, c'est que vous n'êtes pas dans une structure hospitalière ou une structure de soins. N'importe où. Vous êtes n'importe où. D'accord? Alors, tout le monde, encore une fois, dit non, non, du tout, non. Excellent. Non. Non, 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 non. Voilà. Alors, les détails de ce qui s'est passé et par qui ne sont pas importants ou pertinents pour votre rôle d'écoute et d'information sur les services disponibles. Le personnel ne devrait jamais tenter d'interroger ou d'obtenir de plus amples d'informations sur un incident à premier abord, surtout avant d'instaurer le climat de confiance et où, si la femme ne veut pas en parler. Alors, il ne faut pas se précipiter pour savoir les détails parce que la femme, elle est violentée, elle est en détresse, il faut la calmer, comme vous l'avez dit, calmer sa fille et voir le degré d'urgence de ses blessures, si elle est blessée. Si elle n'est pas blessée, voir qu'est-ce qu'elle a, mais doucement, dans un milieu, on va le voir après, les conditions dans lesquelles nous devons prendre en charge cette dame.
Demandez qui est responsable de l'attaque. Est-ce qu'on doit lui demander quel est l'agresseur? Qui est responsable? Qui est responsable de l'agression? Là encore, j'ai non, 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 non. Excellent. D'abord gagner sa confiance, les premières 5 minutes, ce n'est pas notre rôle. Voilà, très bien. C'est la même chose. Ce n'est pas de notre rôle au début de parler de ça. C'est la même chose que j'ai avancé avant. Ce n'est pas maintenant qu'on peut lui demander les détails de ce qui s'est passé et par qui ne sont pas importants ou pertinents pour votre rôle d'écoute et de fournir d'informations sur les services disponibles sans une formation appropriée pour interroger ces femmes sur ces violences de droit, parce qu'on va le voir après, c'est un viol de droit. Le personnel ne devrait jamais tenter d'interroger ou d'obtenir de plus amples informations de la femme sans qu'elle le dise. Demander de quelle aide, assistance spécifique elle a besoin. Est-ce qu'on va lui demander ça ou non? Alors oui, j'ai des réponses en oui, oui, oui. Alors les gens disent oui. Excellent. Oui, bien sûr. C'est ça oui. La première, il faut prendre son avis. Essayer d'aider une femme victime de violence à accéder aux services appropriés, médicaux, surtout maintenant, je crois qu'on est dans une séance avec les assistantes et les assistantes sociales et aussi les autres professionnels de santé. Mais il faut voir les services appropriés, il faut appeler un médecin. S'il n'y a pas de médecin, un infirmier qui est à votre disposition pour voir et évaluer le degré, conseiller la femme et aussi aider après s'il a besoin d'une assistance juridique. C'est une étape très importante. Le personnel, de demander les besoins de la femme. Hein. Le personnel doit recevoir une liste des services. Normalement, vous devez avoir une liste des services qui sont au niveau de votre zone de desserte pour essayer d'aider la femme, on va le voir aussi après, d'aider la femme à s'orienter vers ses besoins. Vous ne pouvez pas leur fournir ça. Communiquer des informations détaillées sur la source, le service disponible, y compris comment y accéder, les heures et les lieux pertinents où on peut l'orienter, référer pour avoir de l'aide qu'il a besoin. Donner à la femme victime de violence les conseils, les coordonnées d'autres services pertinents pour elle. Oui ou non? Est-ce que vous devriez coordonner les services auxquels elle aurait recours? Alors, on a quelqu'un qui dit oui, la rendre aussi, il met l'exergue sur le fait de la rendre partenaire dans cette prise en charge, c'est-à-dire qu'elle doit Excellent. être proactive. Tout le monde dit oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est un rôle aussi que vous devez lui fournir dans le cadre du soutien, dans le cadre de répondre à ses besoins. Et là, ne contactez pas les prestataires de services en leur nom. Vous pouvez les aider, mais c'est elles qui doivent les contacter, ou vous pouvez les contacter au premier moment, mais pas les contacter sans prendre son avis. C'est ça, l'idée, c'est ça. Ne contactez pas les prestataires de services ou qui que ce soit sans prendre l'avis de la femme. La femme doit vous donner son autorisation, s'il veut y aller ou non. Parce que si la femme, vous allez le prendre de vous-même et vous voyez que c'est important pour elle, et là, vous allez prendre un rendez-vous, et là, la femme ne peut pas partir, et là, vous allez juste rater un rendez-vous pour une autre personne dont il a besoin. Alors ça, c'est très important. Il faut toujours demander le consentement et se concerter avec la femme. Demandez s'il y a quelqu'un, un ami, un membre de la famille, un soignant ou quelqu'un d'autre en qui ils ont confiance et à qui ils peuvent s'adresser pour obtenir du soutien. Parce que parfois, c'est un peu que ce n'est pas la première fois. Ça se peut que vous savez très bien que les actes de violence sont récidivants. Il y a plusieurs fois, et là, ça se peut qu'elle a l'habitude d'aller chez un prestataire de soins à qui il a déjà instauré une confiance. Et là, vous pouvez lui demander s'il a besoin d'aller chez lui ou l'orienter vers lui ou l'appeler pour prendre un rendez-vous pour elle d'aller chez lui. Donner le moyen de communication à ces femmes pour qu'elles contactent une personne en qui il a confiance, ça veut dire une personne avec laquelle il peut parler à l'aise et à qui il a plus confiance, ou un service social hein, à qui il a toujours recours. Ne partagez aucune information sur la femme victime de violence ou son expérience avec quiconque sans le consentement de cette femme.
Ça peut être vraiment, c'est son droit et il peut vous poursuivre si vous donnez des informations qu'il ne veut pas que vous partagez avec qui que ce soit. C'est son droit. Ne dites rien sur le moment, mais appelez plus tard la police depuis un endroit privé et sûr. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Alors, est-ce que vous appelleriez la police? Alors, tout le monde me dit non, 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 non. Alors, Excellent. voilà, il faut le consentement de la femme. On peut l'appeler si on a le Vous ne consentement. devez pas appeler la police au nom de la victime, à moins qu'il vous ait demandé de le faire et n'ait donné son consentement éclairé. Ça veut dire que c'est elle qui demande et qui veut appeler la police et pas vous de vous-même. Oui, regarde comment il est, alors je dois appeler la police. Ne pas partager les détails de l'incident et les identifiants personnels de la femme victime de violence avec qui que ce soit. Car parfois, le partage de ces informations peut entraîner encore de problèmes et de torts à ces femmes, alors qu'ils vous ont fait confiance. Ne faites rien s'il s'agit d'une question de violence domestique ou familiale communautaire. C'est normal, c'est entre la famille, c'est pas grave. Est-ce qu'on ne doit rien faire s'il s'agit d'une violence conjugale? Domestique, conjugale et avec la famille. Alors, tout le monde dit non, non, effectivement, on ne fait rien. Non. Et là, la violence domestique est une infraction grave dans la plupart des pays. Ça veut dire que là, une violence peut, quoi que ce soit cette violence, c'est une violence. Et c'est une offrande au droit humain. Vous devez apporter le même soutien à une victime de violence domestique que toute autre violation des droits humains. Et c'est de votre devoir. Ignorer la violence domestique n'est pas acceptable. Ça, c'est très, très important. Vérifiez la sécurité. Est-ce que vous allez vérifier la sécurité, la vôtre, la sécurité des autres membres du personnel et la sécurité de la personne concernée par la violence? Est-ce qu'au moment où vous apportez de l'aide, vous devez vérifier aussi, vous devez votre sécurité aussi? Parce que parfois, ça se peut qu'il y ait un scandale, un problème au niveau de la structure. Parce que le violeur peut suivre sa victime jusqu'à structure. Et est-ce que vous allez vérifier votre sécurité? Alors, tout le monde dit oui, oui, tout à fait. Bien sûr. Il faut vérifier ça, bien sûr. Et là, les autorités peuvent venir parce que vous n'êtes pas en sécurité, ni vous, ni la victime. Et là, avant d'entreprendre toute action, vous devez vérifier que vous, les autres membres du personnel, la femme victime de violence est en sécurité. Et là, ça peut avoir des problèmes si on ne vérifie pas ce point. OK, c'est excellent, bravo. Alors moi, j'attends de vous que ça, ces réponses. Tout est juste, bravo. Alors là, si je peux résumer ça, et c'est ça, autour de ces 3 points, que ça va s'articuler mon intervention. Alors, c'est les étapes à suivre pour réagir à une violence à l'égard des femmes. Il faut au début observer, estimer le risque, évaluer le risque, évaluer le besoin immédiat de la femme. S'il est en danger, il faut que vous lui apportez le soutien médical en premier pour sauver sa vie. Et là, vous allez écouter cette femme et garder le lien avec cette femme. Et l'écoute, on va le voir, je ne vais pas détailler ça, ça c'est des messages clés, mais on va le voir, chaque étape, on va la voir à part entière. Alors là, si on parle, merci beaucoup pour votre participation à cet début pour un peu élucider les messages clés, les choses, le B.A.B.A. qu'on doit respecter pour apporter de l'aide et le soutien à une femme violentée qui vient chercher de l'aide et aussi chercher la prise en charge dans nos structures. Alors, et là, je peux commencer par la définition et le concept fondamental concernant la violence à l'égard des femmes. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas une définition unanime. C'est-à-dire, il n'y a pas de terminologie commune. Vous pouvez, c'est la même chose, toutes ces phrases, ces affirmations disent la même chose. On peut dire la violence basée sur le genre, la violence sexiste, la violence à l'égard des femmes. Tout ça dit la même chose, c'est la violence et la violation des droits de l'homme.
Et là, aucun consensus encore n'est là autour de ces terminologies, de ces définitions. Les Nations Unies, en 1993, elle a donné une définition à la violence basée sur le genre. Elle a dit que tout acte de violence basé sur le genre qui résulte ou qui est de nature à causer du mal ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques aux femmes. Parce que parfois les gens disent « Ah non, il y a psychologique, c'est pas grave ». Alors que c'est le pire, c'est d'avoir le retentissement psychologique. Parce que je n'accepte pas aussi tout ce qui est physique, mais tout ce qui est physique peut guérir, mais tout ce qui est psychologique, c'est trop difficile à faire surmonter. Aux femmes, y compris des menaces à travers de tels actes de coercition ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée. C'est ça la définition de la violence basée sur le genre à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Aussi, le lien entre la violence et les droits de l'homme, elle est là, et toute violence est considérée une violation des droits humains. Alors, on sait très bien que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Les droits humains sont universels, inaliénables, indivisibles, sont liés et interdépendants. Et là, c'est les déclarations universelles des droits de l'homme. Tous les êtres humains ont les mêmes droits et libertés, sans distinction, quelle que soit leur race, leur sexe, leur religion, opinion politique ou quoi que ce soit. La prévention et la réponse à la violence basée sur le genre sont directement liées à la protection des droits humains. Ça veut dire, si on lutte contre la violence à l'égard de toute personne, nous sommes en train d'être solidaires, de soutenir l'être humain et que nous sommes des êtres humains qui se défendent les uns avec les autres. Ça veut dire que nous sommes là solidaires entre nous. Et là, la violence basée sur le genre, elle viole les principes du droit humain. Et tout ça, on le dit pour avoir une assise de connaissances et de données factuelles pour faire un plaidoyer auprès des décideurs et auprès des gens qui font ces actes. Ils doivent être conscients que la violence à l'égard de toute personne, et là dans notre cas à l'égard des femmes, c'est une violation aux droits humains et elle doit être punie et elle est inacceptable. Quels droits sont violés? Dans la violence basée sur le genre ou la violence à l'égard des femmes, ce sont les droits fondamentaux de l'être humain qui sont violés. C'est le droit à la vie, parce que quand je vais blesser quelqu'un ou je vais lui donner un coup, ou je vais lui jeter un couteau haut, parce que je suis énervé, je peux le tuer. Alors, et là, c'est la liberté et la sécurité de toute personne à vivre sécurisée, sain au niveau d'une communauté. Le droit aussi d'être préservé de la torture et de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. Sous-estimer la personne. Lui dire des mots qui peuvent la mettre dans la culpabilité et l'amener à être dépressive. Et quand elle est dépressive, je peux la pousser à se suicider et à la priver de sa vie à cause de ces violences au quotidien. La liberté aussi de mouvement, d'opinion, d'expression et d'association, de ne pas laisser une femme, par exemple, enceinte d'aller être suivie et de la tabasser parce que je ne veux pas qu'elle va aller être suivie ou suivre sa grossesse au niveau d'une structure surveillée ou institutionnelle. Le droit de se marier volontairement aussi, c'est un droit. Ne pas imposer le mariage forcé. Aussi le mariage précoce, on le sait très bien, il existe dans notre société. Et pleinement consentant, le droit d'avoir des droits égaux lors du mariage et lors de la dissolution. Lorsque la personne ne veut plus, elle voit que sa vie n'est plus possible avec quelqu'un d'autre, l'autre ne doit pas lui imposer à rester avec lui en la violentant, en la menaçant. Ça, c'est contre les droits humains. L'égalité aussi d'une protection égale dans la loi, même en période de guerre, La dignité humaine et l'intégrité physique de l'être humain, être libre de toute forme de discrimination, égalité dans la famille. Vous êtes issu d'une famille pauvre, alors pourquoi vous parlez? Et là, elle va commencer à la tabasser. Non, parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Et ça, c'est l'une des causes qu'on voit dans notre société qui augmente ces comportements de violence
à l'égard des femmes. Le droit aussi de jouir du meilleur état de santé physique, ça c'est très important, et mental susceptible d'être atteint. Par exemple, tout ce qu'on voit comme mortalité maternelle, hein, parce que la femme reste à la maison, non, pourquoi tu vas aller accoucher dans une structure institutionnelle? Non, nous, on a accouché juste à la maison et l'a poussée à rester. Dès qu'elle se complique, elle peut même perdre sa vie. Moi, je trouve que c'est une forme de violence à l'égard des femmes. Et là, tout ça, ce sont des éléments avec lesquels nous pouvons militer et aussi plaider pour changer cette situation. Ça, c'est j'ai tout ça. D'un côté, et j'ai aussi de la COVID-19. Et là, depuis le 11 mars, que l'OMS a déclaré la COVID-19 comme une pandémie au Maroc, et de là, au monde, désolé, et là, le Maroc, comme tous les autres pays, et tous les gouvernements, les autorités du monde entier ont intensifié les mesures de distanciation sociale et afin de réduire cette infection. Et là, tout le monde a vécu au moins 2 mois, 3 mois de confinement. Et quand on dit confinement, on dit les interactions entre les humains au niveau du couple, au niveau de la famille. On avait l'habitude de vivre seul avec sa tablette ou avec son iPhone ou téléphone, mais là, on est amené à cohabiter, à revivre ensemble. Et ça peut engendrer des frictions, ça peut engendrer de la violence. Et là, avec des données factuelles qu'on va voir, il y avait une augmentation, exacerbation de situations de violence à l'égard des femmes. Et là, les études ont mesuré que cette COVID-19 a eu un impact sur la dynamique familiale par leurs effets sur le revenu familial, confinement qui dit ne pas aller au travail pour les professions informelles et les professions libérales, que les gens n'ont plus assez de revenus, la situation économique, et là, ça engendre des conflits, des problèmes au niveau de la famille. Les liens interpersonnels, comme j'ai déjà dit, le bien-être et la santé mentale qui étaient affectés. Alors, et de là, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que la violence à l'égard des femmes est également reconnue comme pandémie mondiale. Ça veut dire qu'on vit deux pandémies, la pandémie de la COVID-19 et la pandémie de la violence. Et d'où la complexité qu'implique cette coexistence entre deux pandémies de cette envergure. Est-ce que nos sociétés ont été préparées à ça? Non? Qui fait ça? S'il vous plaît, les participants, s'il vous plaît, si l'un des participants a son enfant à côté, ou si lui-même est en train de gribouiller sur l'écran, s'il vous plaît, effacez ça, s'il vous plaît. C'est pas grave. Ok, on peut continuer, hein, c'est pas grave. Ça, c'est l'enfant, là, c'est l'innocence. Docteur Bouchra, je propose, je vais désactiver le partage. On va le réactiver encore une seule fois. Mais c'est pas grave, moi je vois, tu peux laisser, je vois. Ça vous Et dérange je pas? sais ce que je vais dire, c'est pas Ça va grave. persister sur les autres diapos. Voilà. Ah, d'accord. Merci, Nofel. Désactive. D'accord. Continue, je désactive. Non, je vais désactiver le. D'accord. Donc, voilà. Donc, vous pouvez activer le partager l'écran maintenant, encore une fois. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. D'accord, Vous c'est voyez bon. mon écran maintenant? Oui, oui. Très bien, merci. C'est bon, impeccable. Parfait. Excellent. D'accord, merci. Alors, les risques d'effets négatifs sur la santé et le bien-être. Alors, la coexistence entre ces deux pandémies, la pandémie de la COVID-19, avec quel degré les pays ont été préparés pour faire face, et aussi l'économie, le social de ces pays avec l'exacerbation de ces actes de violence à l'égard des femmes. Alors là, ça augmente les risques d'effets négatifs sur la santé et le bien-être de ceux qui ont déjà été vulnérables dans la société. La pandémie, ces deux pandémies ont aggravé les inégalités entre les sexes qui existent déjà pour certaines catégories vulnérables, pour surtout les femmes et les jeunes filles, et qui ont un impact qui est vraiment négatif sur l'assistance et aussi l'accès aux soins en cas de violence. Je ne sais pas.
Oui. Et là, je partage avec vous une revue systématique. Qui dit revue systématique, ça représente aussi son degré de rigueur et de rigueur et aussi d'acceptabilité de ces résultats. C'est une revue systématique de 36 articles, de 36 études qui ont été faites un peu partout au monde, dans tous les pays, et qui a montré, ces articles ont montré, ces études ont montré une augmentation de la violence. Alors, on a des données factuelles évidentes que la violence a augmenté avec la pandémie de la COVID-19. Et là, sur la violence au sein de la famille, comme vous voyez à gauche, la première catégorie à gauche, au milieu, on a aussi l'augmentation de la violence à l'égard des femmes. Et aussi, à droite, il y a tout ce qui est recommandations et interventions pour prévenir ces violences. Vous pouvez lire cette revue systématique. Vous avez les références en bas de la figure. Alors, pour vous dire que la violence et la COVID-19, c'est quelque chose qui a vraiment compliqué et encore aggravé la situation des femmes violentées. Et là, dans un sondage qui a été fait par ces études, on voit en premier ce qui apparaît, violence, COVID-19 et la santé et la violence conjugale. De là, à travers ce cycle de formation, nous avons là aujourd'hui à débattre un sujet qui est très, très important et qui est relatif à nos professionnels de santé, ce qui est comment on peut communiquer, quels sont les éléments à respecter dans la prise en charge et l'assistance à ces femmes qui sont victimes de violences. Et là, nous allons essayer de démontrer quels sont les comportements et comprendre ensemble les valeurs qui contribuent à une culture de service, d'approche servicielle qui est sécuritaire et solidaire à l'égard de ces femmes. Quelques messages qu'on peut partager ensemble, aussi comment on peut communiquer avec empathie et efficacité avec ces femmes victimes de violences. Et là, le premier message que je peux vous dire, c'est que l'accueil d'une femme victime de violence et sa prise en charge constituent une urgence. Et l'attente doit être la plus courte possible, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. C'est une femme qui est en détresse, c'est une femme qui a besoin de vous, c'est une femme qui est vraiment détruite. Alors, essayez et tâchez que l'attente doit être la plus courte possible. Vous devez la prendre comme une urgence. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de charges de travail, qu'il y a beaucoup de patientes et patients maintenant. Avec la COVID-19, vous allez plus réguler ça parce que les gens déjà ont peur d'attraper la COVID-19. Mais je sais la charge de travail, mais s'il vous plaît, essayez et tâchez de ne pas laisser une femme victime de violence attendre, une personne en général victime de violence attendre. Parce qu'ils ne supportent pas les regards des autres, ils ne supportent pas cette souffrance dont il fait l'état. Alors, il vaudrait mieux essayer de l'aider et de le prendre en charge immédiatement. Et aussi, ça se peut qu'elle a des blessures ou quelque chose qui nécessite une assistante urgence pour sauver sa vie aussi. Alors, quel est le personnel et où on peut accueillir ces personnes, ces femmes victimes de violences? Là, je sais que pour cette semaine, c'est les assistantes sociales. Alors, l'assistance sociale, c'est un acteur incontournable de la prise en charge des femmes victimes de violences. Aussi, les professionnels de santé du corps médical ou paramédical. Mais même si on prend en charge ces femmes côté médical et paramédical, il a toujours besoin d'une assistante, d'un assistant social pour l'accompagner. Et c'est lui ou elle qui font vraiment l'orientation et la référence vers les services dont le ministère de la Santé ne dispose pas et qui sont cruciales et importantes pour la femme victime de violence. Alors, le lieu, on peut l'avoir dans un centre de santé, un établissement médico-social ou un hôpital dans l'unité intégrée de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences. Là, un autre message qui est très important à mon sens, c'est la qualité de l'accueil est donc capitale pour contribuer à la reprise de la confiance ultérieure de la victime et pour faciliter sa prise en charge. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le premier contact qui compte sur cette femme. Si on l'a
l'accueille avec empathie, en la sécurisant, en lui faisant comprendre qu'elle est en sécurité, qu'on va répondre à ses besoins, à notre limite et à ce qui est disponible chez nous, c'est la première porte d'entrée vers une prise en charge médicale de qualité et médico-sociale de qualité. Et si jamais la femme a senti qu'elle ne pourra pas être là, elle peut retourner chez elle et là, elle va rester sur sa souffrance ou elle peut aller ailleurs et là, on va la perdre de vue parce qu'ils ne se sont pas sécurisés avec nous. Les principes directeurs pour la prise en charge de la violence. Quels sont les principes directeurs de la prise en charge de la violence, à votre avis? Docteur Amin, professeur Amin? Je suis avec vous, donc on va... S'ils peuvent regarder s'il y a des réponses. Alors, le Picasso, arrêtez, s'il vous plaît. Picasso, arrêtez, s'il vous plaît. Alors, on a le respect et la confidentialité. Donc, le respect qui se répète, la confidentialité encore une fois. Très bien, excellent. Déjà, il y a ces deux principes directifs. Il y a d'autres, mais il y a 4 principes directifs vraiment à mettre, vraiment qu'ils soient notre ligne de route tout au long de notre prise en charge de la femme victime, d'une femme victime de violence. Il y a le respect, respecter les souhaits de ces femmes, les droits et la dignité de cette femme, avoir un entretien et pas un interrogatoire, un entretien dans une structure privée, ça veut dire dans une place à part, pas à côté des gens, à côté de quelqu'un qui ne souhaite pas avoir avec elle, être à l'écoute de cette femme, on va voir quelle sorte d'écoute, ne pas juger la femme et rassurer-la. C'est très important. Et là, on va le voir après, ne pas juger parce que parfois, il y a certaines personnes qui peuvent dire « Ah, mais qu'est-ce que vous faites la nuit là-bas? Pourquoi vous êtes habillé ainsi ?» Ça, c'est des choses qui amènent la femme ou la fille à être bloquée et à ne pas faire confiance en vous. Vous n'êtes pas là pour juger qui que ce soit et vous êtes là pour donner de l'aide. Si vous ne pouvez pas, on peut très bien comprendre ça, vous pouvez orienter la femme. Ça, c'est très important. Parce que si on n'a pas ces préalables, ce n'est pas la peine de commencer avec la femme. La sécurité, c'est très important, on l'a vu dans l'étude de cas, et assurer la sécurité physique des survivants, ça c'est très important, et votre sécurité aussi. La confidentialité, ça c'est très important, préserver l'anonymat de ces femmes et ne pas partager ces données avec qui que ce soit, avec des personnes qui sont tenues aussi à la confidentialité. Et ça, on le sait très bien dans la déontologie, on le sait dans notre pratique en tant que professionnel de santé. Non-discrimination, femme mariée ou non, ce n'est pas votre affaire. Un homme qui vient, « Ah, vous êtes homme, malgré ça, ils vous ont violé. » Non, ça c'est vraiment à interdire dans notre langage ou un jeune. Ça veut dire que là, il faut ou un immigré ou une femme mère célibataire, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes là pour apporter de l'aide et être solidaire et rassurer la femme victime de violence. Alors ça, c'est les 4 principes directifs qui sont très importants. Alors, comment respecter? La première des choses, se présenter. Je suis madame ou monsieur, je suis l'infirmière ou l'assistante sociale et je suis là à votre écoute. Vraiment, lui expliquer tout ce que vous allez faire et ce que vous faites. Et à chaque étape, ce que vous allez faire quelque chose, vous devez lui expliquer parce que la personne, elle est terrorisée. Il faut la calmer, réussir à la calmer. Écoutez en adoptant une attitude empathique envers la victime. Là, l'attitude empathique, s'approcher de la personne pour lui expliquer, mais avec la pandémie Covid-19, il faut toujours respecter la distanciation et la pandémie encore a compliqué la prise en charge dans ces situations. Offrir un cadre relationnel adéquat à votre niveau, à votre possibilité, afin de permettre à cette femme victime de violence de parler sans crainte, sans peur d'une quelconque stigmatisation ou une manifestation d'incrédulité ou de sous-estimation. Ça rentre dans le cadre du premier principe directif qui est le respect à l'égard de cette femme.
Rassurer la victime et l'informer que tous les renseignements recueillis sont soumis au secret professionnel et à la confidentialité et que son consentement sera requis dans toutes les étapes de la prise en charge. Ça veut dire que le fait de lui expliquer, de lui dire est-ce que vous voulez faire ça ou non, parfois dans des cas où la femme vraiment elle est détériorée et vraiment avec un état psychologique qui est vraiment lamentable, il faut déjà la prendre en charge. Dès qu'elle se stabilise, qu'elle soit prête à parler, que vous pouvez lui parler. Et aussi, vous pouvez adopter avec elle des signes. Si elle est d'accord, elle peut rester assise et parler. Si elle n'est pas d'accord, il suffit de se lever. Et là, vous comprenez qu'il ne veut pas parler de quelque chose. Parfois, il y a ça. Et amener la personne à parler avec vous, mais doucement, tout en respectant sa volonté. Demandez s'il veut poser des questions. Si elle a des questions à poser. Demandez s'il souhaite qu'une personne en particulier soit présente durant l'examen pour la soutenir par la suite. Ça, c'est très important. Et là, on l'a vu dans le scénario qu'on a, avec lequel nous avons commencé. Le deuxième paramètre, c'est le soutien. La femme doit sentir que vous êtes là à son soutien. Et il faut savoir que le soutien de première ligne, ça veut dire les premiers, que ce soit centre de santé, le premier recours de cette femme s'impose devant toute victime de violence. Le soutien de première ligne est le soin le plus important, comme j'ai déjà dit, parce que c'est de là que la femme, soit elle peut continuer avec nous, soit elle peut nous faire confiance et sans qu'on est avec elle, qu'on est là pour son aide, soit elle peut se bloquer et là, elle va demander juste de partir, d'aller loin et de ne plus rester avec vous. Et là, la qualité de ce soutien est le soin le plus important que le professionnel de santé peut offrir à une femme victime de violence. Se dire que c'est peut-être la seule occasion d'aider cette femme. Parce que s'il sort, ça se peut qu'il aura des idées noires ou il peut aller faire quelque chose vraiment qui n'est pas souhaitable. Et là, c'est une vraiment occasion de diamant pour moi. C'est la femme victime de violence vient chez nous. Aider la femme à accéder aux services existants. Oui, on ne peut pas vous demander tout parce que ça se peut, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas le temps. Alors, il faut au moins savoir les services existants pour la prise en charge et selon les besoins de cette femme parce que vous ne pouvez pas répondre à tous ses besoins. Ça veut dire que ce soutien, ce n'est pas uniquement ce qu'on peut lui apporter en tant qu'équipe médico-sociale. Ça se peut qu'il y a d'autres besoins juridiques, besoins sociaux dont on n'a pas nous les moyens. Il y a les ONG, il y a les autres centres sociaux qui peuvent lui offrir cette aide. Il y a aussi des associations qui peuvent lui offrir cette assistance juridique. Alors, on peut les orienter vers ces établissements. Aider la femme à accéder aux informations utiles et à l'appui social nécessaire pour elle. Si un professionnel de santé ou est incapable de fournir un soutien de première ligne, elle doit veiller à ce qu'un autre établissement facilement accessible à cette femme soit immédiatement disponible pour le faire à sa place ou pour compléter la prise en charge de cette femme. Et ça, c'est très important comme message aussi. Comment je peux manifester mon soutien? Il y a 3 éléments primordiaux dans ce soutien. C'est tout ce qui est en rapport avec l'écoute. Aussi, être avec la femme, valider ce qu'elle est en train de dire, ne pas la juger, on va voir comment, et s'informer des besoins de ses préoccupations. Ça, c'est très important. Ce sont 3 éléments. En quelque sorte, c'est les 3 étapes que je vous ai montrées après le scénario que nous avons discuté au début. Alors, écouter, valider et s'informer, rester avec la femme en lien, s'informer sur ses besoins. Alors, écouter, ce n'est pas n'importe quelle écoute, c'est l'écoute active. Et là, c'est une étape qui est primordiale dans la prise de contact avec cette femme et l'accompagnement de cette femme. C'est utiliser les moyens verbaux et non verbaux pour montrer votre soutien et pour communiquer votre compréhension à son égard. Et comme j'ai déjà dit, là, il faut faire attention avec les gestes barrières, avec la pandémie COVID-19. Poser des questions qui sont ouvertes, qui laissent la femme
se sentir qu'elle n'est pas en train de faire un interrogatoire, c'est un entretien avec une empathie. Il faut concentrer vos questions sur quelque chose auquel il veut en parler. Il faut détecter qu'est-ce qu'il veut dire de ce qu'il ne veut pas dire. La femme, s'il ne dit pas quelque chose concernant l'acte de violence, c'est qu'il ne veut pas le dire, parce qu'il ne veut pas revivre encore une fois. Si on l'oblige à nous raconter son histoire, c'est l'obliger à la revivre une autre fois et on ne va que aggraver son état psychologique. Et c'est ça ce qui se passe malheureusement dans notre contexte quand la femme va de médecin, elle raconte son histoire et à chaque moment, chaque étape, elle va être amenée à raconter son histoire et ça ne peut que aggraver sa situation et son état psychologique. Utiliser un bon langage corporel, il faut faire attention à votre langage verbal, votre langage non verbal, à votre mimique et aussi à votre contact visuel. L'écoute active, c'est d'être à l'écoute, garder un contact visuel avec la femme. Parce que le fait de parler avec elle et de jouer ou de répondre à un coup de fil ou d'écrire quelque chose ou d'écrire des choses qu'il vous raconte, ça va l'amener à vraiment ne pas se sentir en sécurité. Et là, ça va diminuer la qualité de votre entretien avec elle. Et là, être conscient des sentiments derrière le mot, parce que quand il vous parle et quand il dit des mots, chaque mot a une signification. Parce que quand, par exemple, on dit en arabe, أنا ضرني خاطري ماشي بحال أنا راه متألمة ماشي بحال أنا راه مجروحة. Ça, ce sont des mots, mais ce sont des mots qui manifestent des degrés différents de notre ressenti. Et ça, c'est très important de le capter. Écoutez à la fois ce que dit la femme et ce qu'il ne dit pas. Parce que nous avons tout un référentiel, une culture de communiquer, et aussi une culture et une éducation derrière nous qui nous amène à ne pas pouvoir dire quelques mots qui sont en rapport avec notre violence et ça rentre dans le cadre de la pudeur, mais il faut respecter ça aussi. Faire attention au langage corporel, celui de la femme et aussi le vôtre, y compris aux expressions faciales. Vous n'allez pas, elle est en train de pleurer ou et vous allez en train de faire une mimique de quelqu'un qui n'est pas intéressé. Les gestes, vos gestes, c'est très important. Être assis ou debout au même niveau, comme j'ai déjà dit, mais attention à la COVID-19. Écoutez sans porter de jugement et tout en rassurant la victime. Ça, c'est très important. Valider. Comment on valide avec la personne? Qu'est-ce que ça veut dire valider? C'est un soutien, autrement, de première intention. Et là, il faut répondre aux besoins émotionnels de la femme victime de violence. L'accompagner dans sa douleur, lui dire quelques mots qui peuvent la rassurer. Par exemple, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas parce que la personne violentée, elle est toujours dans la culpabilisation. Aussi, vous pouvez parler sans crainte, vous pouvez lui dire, vous pouvez parler sans crainte, je suis là à votre écoute. Faire savoir à la patiente que ses sentiments sont normaux, qu'elle peut les exprimer sans crainte, comme je viens de dire, et qu'elle a le droit de vivre sans violence et sans peur, et qu'elle est en sécurité avec vous. Elle doit sentir ça. Et là, le message qu'on découle, valider l'expérience de quelqu'un signifie faire savoir à la personne que vous écoutez attentivement, que vous êtes là, et que vous comprenez ce qu'elle dit et que vous la croyez. Tout ce qu'il dit, vous la croyez sans juger ni poser de conditions. Et là, vous pouvez dire quelques mots, phrases que j'ai là. Ce qui s'est produit pour vous, ce n'est pas justifiable ni excusable. Et là, ces sentiments, ce qu'il a, c'est tout à fait normal. Au lieu de dire, ah non, vous savez, c'est votre mari, c'est pas grave, c'est le papa de vos enfants. Ça va passer, c'est pas grave. Ça, non. La personne, elle est déjà terrorisée, elle est déjà déstabilisée émotionnellement. Il faut la sécuriser et c'est tout à fait logique. Quelqu'un qui est violenté, qu'il agit de cette façon et qu'il agit de la manière dont il agit. Alors ça, c'est pas... Il faut vraiment valider ça avec elle, ne pas la laisser dans la culpabilité.
faire savoir à la personne, et ça, j'insiste sur ça, je l'ai refait dans cette slide, faire savoir à la personne que vous l'écoutez attentivement, que vous êtes avec elle, que vous comprenez sa situation, que vous la croyez et que vous ne la jugez pas. Maintenant, s'informer sur les besoins et ses préoccupations, c'est accorder une attention particulière à ce qu'elle dit et aussi à ce qu'il ne dit pas. On a déjà vu ça, ça c'est très important. C'est une façon de répondre à ses besoins. S'il ne veut pas parler, vous lui dites, c'est pas grave, la prochaine fois, si vous n'êtes pas prête à parler, il n'y a pas de problème, on peut avoir un autre rendez-vous et là, il faut la sécuriser, qu'il n'est pas obligé de vous raconter son histoire. Il ne faut pas être trop curieuse et curieux de connaître les histoires. Observez et laissez entendre par crainte, par certains mots ou son langage corporel, observez-la, et là on l'a vu dans les étapes. Demandez les besoins et les préoccupations de ces femmes, les besoins physiques, s'il y a un problème physique, une blessure, où vous allez déjà l'évaluer et là vous allez la prendre en charge de suite, émotionnel, économique, et là s'il y a des ONG, il y a d'autres structures qui peuvent l'aider dans ce sens, ses préoccupations en matière de sécurité, un appui social, et là, comme j'ai dit jadis, si vous n'arrivez pas à l'aider, vous pouvez l'orienter vers les établissements accessibles à elle pour qu'il ait ce genre d'aide. Formulez vos questions comme des invitations à prendre la parole. Par exemple, là, si on va parler de formuler les questions, par exemple, il faut être ouvert et dire de quoi souhaiteriez-vous parler. Ce n'est pas vous qui guidez la discussion. Vous pouvez lui demander comme ça de quoi il veut parler, de quoi il veut parler, de quoi il souhaitera parler. Posez des questions ouvertes pour encourager votre interlocutrice à partir plus tôt qu'à répondre par oui ou non. Ça veut dire poser ce genre de questions. Comment vous sentez-vous par rapport à cela, par rapport à ce que vous avez? Et là, elle va parler doucement et peu à peu de son histoire et de son expérience. Répétez ou reformulez ce que la personne dit pour vérifier votre compréhension. Et là, c'est en disant, par exemple, vous avez mentionné que vous vous sentez frustré. Est-ce que j'ai bien compris? Et là, il va dire oui ou non, ou il va dire en partie. Et là, c'est en respectant le dialecte. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est là présenté en français qu'on va… Alors, en respectant le langage de la femme, en respectant aussi son besoin, s'il veut parler à une femme ou un homme. Ça, il faut aussi le respecter dans notre à premier abord avec la femme victime de violence. Mettez en évidence ses sentiments aussi. Je comprends parfaitement que vous avez mal. Ça la rend plus en confiance, ça lui rend plus confiance en vous parce qu'il dit oui, elle est avec moi, elle comprend ce que je sens. Demandez des précisions si vous ne comprenez pas. Est-ce que vous voulez dire ça? Si j'ai bien compris, est-ce que vous voulez signifier ça? Comme ça, vous allez bien, il va bien comprendre, il va bien sentir que vous intéressez à elle. Et à chaque fois, il faut résumer ce qu'il a exprimé pour ne pas comprendre autre chose de ce qu'il veut exprimer réellement. Le genre de questions à éviter, ça c'est très important. Ne posez jamais des questions suggestives, comme j'imagine que cela vous a énervé, n'est-ce pas? À chaque fois. Je crois que vous allez porter plainte ou non? Ça, ce n'est pas notre affaire. Ça, c'est l'affaire de la femme. C'est à elle de choisir s'il veut porter plainte ou non. Ne posez pas de questions introduites par pourquoi et pourquoi avez-vous fait cela. علاش درتي هذا الشيء؟ كون غير خليتيه، علاش جاوبتي؟ علاش انت ما عطيتيش لولادك هذا الشيء؟ داكشي علاش ضربك؟ علاش non. Parce que là, la femme va sentir qu'elle est en situation de quelqu'un qui a tort et qui doit se justifier à chaque fois devant vous. Ils peuvent sembler des questions accusatrices et la femme va sentir qu'elle est toujours en tort. Et même elle peut le croire parce qu'elle regrette qu'elle a répondu ou qu'elle regrette qu'elle s'est énervée. Et là, ça se peut qu'elle ait son droit qu'elle s'énerve. Mais là, en lui posant ces questions, on va ancrer chez elle cette culpabilité et qui n'est pas dans son intérêt parce que ça peut l'amener
à avoir un effet, un impact qui n'est pas bien sur sa santé mentale, et c'est de là que découlent les dépressions et les dépressions graves. Les professionnels de santé offrant le soutien de première ligne doivent fournir à la femme toutes les informations utiles pour faciliter la prise en charge sanitaire de son état de santé. Ça, c'est très important. Que ce soit l'état de santé physique ou mental ou social aussi. Et là, on ne peut pas faire tout ça sans qu'on ait une bonne coordination et des mécanismes d'accompagnement. Parce qu'à nous seuls, on ne peut pas réussir ce challenge. On ne peut pas réussir ce défi qui n'est pas facile. Moi, je suis très convaincue, comme j'ai déjà dit, basé sur des ateliers, des jeux de rôle et des mises en situation, et qui nous amènent à être plus conscients de notre rôle à l'égard des femmes victimes de violences. Et ça, pour vous, les assistantes sociales et les assistants sociaux, et aussi des professionnels qui sont militants dans des associations, les associations font ce genre de formation. Parce qu'il faut aussi former, soit être capable de faire face à ça. Une prise en charge aussi pour les professionnels de santé en matière de capacitation, de développement personnel pour qu'ils soient prêts à faire face à ces situations et à l'accompagnement des femmes victimes de violences. C'est une situation qui n'est pas facile pour qui que ce soit pour la femme qui est violentée ou pour le professionnel de santé lui-même. Et dans ce sens, il y a ces mécanismes d'accompagnement que je trouve très importants dans l'environnement de prise en charge de cette femme. Et là, il faut améliorer la coordination entre les partenaires en clarifiant le rôle de chacun. C'est les ONG qui travaillent et les ONG qui luttent pour les causes féminines et aussi pour les droits de l'homme, et aussi les autres départements, la famille sociale, les foyers féminins. Il y a beaucoup d'autres départements qui s'occupent de ça, le département juridique. Il y a énormément, et aussi les sociétés de professionnels comme les avocats, les gens qui sont prêts à aider ces femmes. Aussi, il faut faciliter une compréhension commune et accordée sur les besoins à mettre en œuvre et comment les mettre en œuvre pour faciliter le circuit de prise en charge de cette femme. Demain, vous allez voir avec le programme, la filière de prise en charge qui est mise en place par le programme, mais aussi comment rendre la prise en charge des femmes victimes de violences fluide et facile pour cette femme. Et ce n'est pas à chaque moment qu'il sera amené à raconter son histoire et à revivre. S'il va voir 4 acteurs ou 5 acteurs, il doit raconter 5 fois son histoire. Moi, je trouve que c'est pénible pour cette femme. Et là, nous devons mettre en place un circuit fluide qui peut aider cette femme à sortir de cette situation. Faciliter la communication efficace, ça va dans le même sens, et garantir une prise en charge rapide sur tous les champs, pas que médico-social, aussi des autres départements, et de qualité. Ça, c'est très important. Si je peux sortir avec des messages clés lors de cette séance avec vous, je peux dire que lors de l'entretien avec la femme victime de violence, utilisez un temps calme et laissez la femme victime de violence raconter son histoire de la façon dont il veut le faire, sans se précipiter et sans hâte. Ça, c'est très important. Calmer la femme en premier. Ça, c'est très, très important. Lui expliquer qu'il peut ne pas tout dire. S'ils ne sont pas à l'aise à le dire et si certains éléments de l'histoire la mettent dans la gêne, elle n'est pas obligée. Éviter toute interruption ou distraction durant le recueil de l'histoire. Essayez d'être à l'écoute, à garder le contact visuel avec la femme, à lui montrer que vous êtes là à son écoute et il est en sécurité avec vous. Ne pas interrompre la femme pour savoir plus de détails, parce que si la femme ne veut pas parler de ces détails, il le fait exprès. Elle n'est pas encore prête à vous parler de ces détails. Il faut garder à l'esprit que parfois les femmes victimes de violences peuvent éviter de décrire des détails de l'agression qui leur sont particulièrement douloureux ou traumatisants. Quand la femme victime de violences semble peu enthousiaste ou résistante à livrer certains détails, ce n'est pas contre vous. Il faut juste lui rappeler qu'elle est libre de son choix, mais en même temps lui expliquer clairement les risques pour sa santé
et la rassurer encore une fois quant au caractère confidentiel, que vous êtes là pour elle, que vous êtes là pour l'aider. Elle peut vous faire confiance et que tout ce que vous allez avoir comme discussion avec elle reste confidentiel. Lorsque les femmes ne parlent pas de la violence, le professionnel de santé doit lui accorder du temps et de ne pas exercer la pression. Elle peut lui apporter les informations sur les services disponibles et lui proposer, si elle veut, une autre visite où il pourra être plus capable et plus ouverte à lui parler et à raconter plus sur son histoire. Passez le message qu'on reste toujours prêt à entendre à tout moment la femme victime de violence, parce que parfois, comme j'ai déjà dit, ce sont des situations récidivantes. Et vous n'allez pas dire à la femme, on vous voit chaque jour. Mais l'autre fois, je vous ai dit de porter plainte, vous ne voulez pas. Pourquoi vous êtes venu encore? Ça, ce n'est pas éthique. Même si cette femme va venir 36 000 fois chez nous, nous devons être à son écoute et à l'aider. Et nous devons lui montrer que nous sommes là pour l'aider. Et je crois que c'est notre rôle même, sans qu'on parle de ça, en tant que professionnels de santé. Les premières leçons que nous avons apprises, c'est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et là, c'est primordial dans notre façon de se comporter aussi avec les femmes victimes de violences. Elle n'a pas eu le courage ou la volonté de divulguer sa situation le moment-là, alors elle peut le faire dans une prochaine visite. Faire enfin très attention aux questions qui se entendent qu'il y a un blâme à son égard. Que faisiez-vous là-bas toute seule, à cette heure-là? Ou une justification, culpabilisation. Qu'avez-vous bien pu faire pour en arriver là? Qu'est-ce que vous avez fait à votre mari pour qu'il vous fasse tout ça? Ça, ce n'est pas notre affaire. À la fin, n'oubliez pas les principes directeurs pour l'accueil et la prise en charge de la femme violentée. Et là, c'est quoi ces 4 principes directeurs? Professeur Amel. Alors, j'attends les réponses. Donc, alors, il y a 4 on a principes. une première réponse, respect, oui. Qui arrive. Alors, le respect qui se répète, la non-discrimination, bravo, la responsabilité sur soi, la sécurité, la confidentialité. Excellent. Alors, on a les 4. Il y a la sécurité, la confidentialité, le respect et la non-discrimination. Ça, c'est très important et don't forget it. La sécurité, la confidentialité, le respect, la non-discrimination, ça, c'est nos principes directeurs dans la prise en charge depuis le début et notre accueil pour une femme qui est victime de violence. En guise de conclusion, je peux dire que permettre aux survivants d'être entendus, une étape est très importante pour faire la guérison. Une communication empathique et efficace a lieu tout au long de l'entretien, doit être vraiment tout au long de l'entretien, utiliser des compétences verbales et non verbales, commencer par des questions ouvertes et adaptées. Et je vous remercie. Et là, vous allez voir les références que j'ai utilisées pour préparer cette séance et je vous remercie infiniment. Alors, stop violence against women, but not forget men also. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Dr. Serrag. Toujours droit au but, tabarakallah alayk. Merci infiniment. Alors, ceci a suscité beaucoup d'interventions dans le chat. J'ai essayé de synthétiser. Dr. Harshawi a répondu au fur et à mesure aux questions qui étaient relatives au programme lui-même. Et alors, je vais quand même reporter une question à laquelle Dr. Harshawi a répondu, mais ça peut être intéressant de le redire. Donc, l'un des participants a demandé si on avait des cellules d'écoute pour les femmes, donc d'écoute à proprement dit, c'est-à-dire à distance, juste pour qu'elles puissent parler, qu'elles puissent être guidées à distance. Et Dr. Harshawi a dit qu'effectivement, oui, au Maroc, nous avons la plateforme de l'Union nationale des femmes du Maroc qui s'appelle Kullouna Ma'ak et qui a un numéro de téléphone le 423 50. Donc, c'est un bon numéro à retenir, 8350. Donc, voilà, c'est important à retenir. Votre intervention sur la violence vis-à-vis des hommes n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. On a eu une avalanche de réflexions là-dessus. Alors, il est utile de rappeler que là, pour le coup, effectivement, nous ne sommes pas en train de dire si elle existe ou pas. Elle existe bien évidemment,
Mais là, le programme, c'est le programme donc, de lutte contre la violence vis-à-vis des femmes, enfants et des filles victimes de violences. Parce que nous avons eu beaucoup de participants qui disaient qu'effectivement, il faut aussi la combattre. Oui, il faut la combattre. Et même dans ce programme-là, le nôtre, il y a tout le volet prévention primaire qui est le volet éducationnel. Et dans l'éducationnel, on fait tâche d'huile et en général, on prévient la violence quelle qu'elle soit. Voilà, donc ça, c'était à noter. Je vais passer aux questions à proprement parler. Que pensez-vous de la santé au travail? Utiliser le levier de la santé au travail pour lutter contre la violence vis-à-vis des femmes. Bien sûr, je peux répondre même? Oui, c'est pour vous que je pose la question. Bien sûr, là, normalement, au niveau du travail aussi, hein, on a énormément de violence à l'égard des femmes. Et là, le premier recours, normalement, c'est le médecin du travail. Mais comme vous le savez, médecin du travail, dans les entreprises et les sociétés, il faut que nous, on a vraiment, c'est le premier recours. Et là, il faut lui faire confiance et il faut avoir, c'est lui qui va aider normalement. Et là, la responsabilité d'aider les femmes violentées qui se dirigent vers lui. Mais pour n'importe quelle femme, pas qu'au travail, une femme qui est violentée au travail, elle peut se diriger vers le médecin du travail, mais aussi il a l'attitude d'aller se diriger vers des structures de soins. Hein. Personne ne l'empêche. Et je crois que quand une femme vraiment est affectée, elle se dirige vers... si ils se sont violentés et affectés à travers ça, elle peut se diriger vers l'unité de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des enfants. Et comme j'ai déjà dit, ce n'est pas que la violence conjugale, ou c'est toutes sortes de violences est sujette à être prise en charge parce que si on la néglige, elle peut engendrer des effets néfastes sur l'état mental et qui peuvent arriver au suicide. Hein. Et ça, il faut faire attention à ça. Et ça, on le voit dans pas mal de situations au travail. Oui. Très bien, très bien, parfaitement. Oui, donc, il y avait aussi, en fait, c'est une question qui revient souvent et bon, on l'a dit et redit, mais elle revient souvent. L'assistant social, comment est-ce qu'il va faire face à un médecin qui va être dans du refus de délivrer un certificat médico-légal, soit parce qu'il ne veut pas, soit parce qu'il n'est pas assez formé. En tout cas, on a l'impression, à travers les questions qui reviennent, qu'il y a une certaine petite friction autour de ce certificat-là. Donc, quel conseil donner à cet assistant social? Est-ce qu'il doit rentrer dans le conflit et comment il doit faire pour pouvoir garantir la délivrance de ce certificat médico-légal à sa victime? Moi, je salue là les assistantes et les assistants sociaux pour le rôle vraiment qu'ils font dans toutes les situations, pas que les situations des femmes violentées, victimes de violences. Parce que dans l'hôpital, à chaque fois qu'il y a un problème social, il faut aller voir l'assistante ou l'assistant social. Alors là, on va aller, moi je leur rends hommage et vraiment les félicite pour tout le travail qu'ils font pour assister et vraiment apporter de l'aide pour les citoyennes et les citoyens. Alors, je vais rester dans notre sujet qui est les femmes, les luttes contre la violence à l'égard des femmes. Et là, normalement, c'est une équipe. Comme j'ai déjà dit au début, c'est une équipe. Et là, c'est pour ça qu'on a fait aussi ce cycle de formation, que le programme a pensé à faire ce cycle de formation parce qu'elle a senti ça. Et là, c'est très important de savoir, c'est en quelque sorte la non-assistance à une personne en danger. On peut la prendre, une femme victime de violence, c'est une femme qui est vraiment, doit être prise en charge en urgence. Et je crois qu'il n'y a pas un médecin qui est formé, averti et conscient de cette violence et ne va pas délivrer ce certificat. Mais sinon, moi, à mon sens, vous pouvez l'orienter vers un médecin qui peut le faire. Il y a des médecins quand même qui sont conscients et qui sont imbibés de ça et militants aussi qui peuvent et qui voient que c'est de leur responsabilité de délivrer le certificat. Très bien. Très, très bien. Parfait. Pour moi, il y a déjà ma collègue qui m'a précédé, qui est le professeur Favela. Oui, effectivement, on en a parlé.
Il a parlé de ça, il est mieux placé que moi de parler, de faire ça. Et de toutes les façons, un médecin ne peut dire que ce qu'il a observé, ce qu'il a vu. Il ne va pas inventer. Alors, c'est dans l'intérêt de cette femme. Moi, la question elle était vraiment dirigée à vous dans le volet communication. C'est-à-dire, l'assistant social, comment il va mener sa communication? C'est-à-dire que oui, on articule la communication avec la victime, mais aussi avec les partenaires. C'est-à-dire avec les... Mais ça, c'est l'équipe, c'est le travail en équipe, c'est un autre atelier. Justement, c'est le travail en équipe. Ça, c'est un autre atelier. Comment on peut travailler en équipe, le leadership, qu'il peut avoir l'assistance sociale dans ce domaine, parce que normalement, pour moi, vraiment, quand j'ai dit, je vous félicite, parce que je sais très bien l'importance qu'elle peut jouer l'assistante sociale, parce que c'est elle la mieux placée, ou le mieux placé, si on a un assistant social, d'avoir l'interconnexion et la relation avec même les autres départements, au-delà du ministère de la Santé, au-delà du système de soins. Ça veut dire qu'il a toujours ses relations avec la police, avec le procureur, avec les gens des autres départements. Alors lui, il peut apporter énormément à cette femme victime de violence. Maintenant, la relation avec le médecin, avec l'équipe médicale et paramédicale, ça rentre dans le cadre de travail ensemble parce que vous faites partie dans le même système et là, c'est le travail en équipe. Et là, c'est l'écoute, c'est aussi la formation. Ça se peut que le médecin, alors vous pouvez lui faire comprendre, lui ramener quelque chose à lire, lui dire, regardez, nous, c'est notre domaine, c'est important que cette femme, s'il réclame un certificat, de lui donner, de lui fournir. Et il y a maintenant le guide que le ministère de la Santé, à travers le programme de lutte contre la violence qui a mis à disposition des professionnels de santé, où tout ça est bien expliqué et là, vous pouvez l'aider à comprendre. Ça se peut qu'il n'a juste pas compris l'ampleur. Mais je vois que le médecin a le droit de délivrer le certificat des constats qu'il a. Pourquoi je dis ça? Parce que ça répercute sur la qualité de prise en charge de cette femme. La perdante, c'est la pauvre femme. Parce que si jamais on ne va rien lui faire, et là on le voit énormément dans la violence sexuelle, la femme n'ose même pas parler de ça, et il reste chez elle dès qu'elle perd les arguments et la preuve de sa violence sexuelle. Et même il peut être enceinte avec une grossesse non désirée. Et la personne ne va lui dire est-ce qu'elle était, parce qu'il a peur de venir, parce qu'une fois il est venu chez nous, on ne l'a pas bien accueilli. Alors nous faisons ça pour essayer de surmonter ces situations de perte de vue et aussi de souffrance de nos femmes dans notre société. Très, très bien, parfaitement. C'est très, très bien. En fait, si je peux rajouter quelque chose, c'est vraiment là tout le volet. C'est comme dans la vraie vie. Dans la vie, plus on a de contacts, plus on a d'amis, plus on a de personnes sur lesquelles on peut compter, plus on aura des personnes auxquelles on aura recours. Pareil, dans notre travail, plus notre network, notre réseau est bien défini, c'est-à-dire que l'assistant social, il a un répertoire relationnel en quelque sorte. Il a le numéro de téléphone du procureur du roi, de Haddad, et plus il est il a un bon relationnel avec toute son équipe, c'est pareil, les choses seront huilées. D'accord? C'est ce que nous disait le professeur Benjeloun dans l'intervention de mercredi. Hier, c'est comme jouer au foot en équipe. Plus on a travaillé avec les mêmes personnes, mieux on sait travailler avec eux. À ce moment-là, justement, le médecin, il a l'assistant social, c'est une vraie victime, donc elle est venue, c'est vraiment pas une histoire tirée par les cheveux et tout. Il n'y a pas de raison pour qu'ils s'en sentent quoi que ce soit. Effectivement, après, il faut voir si on a été formé, si on n'a pas été formé. Si on n'a pas été formé, ce n'est pas la fin du monde. Toutes les formations peuvent s'acquérir, la preuve. Donc, la formation, c'est un départ, mais effectivement, tous les skills nécessaires peuvent venir. Très bien. Et là aussi, si je peux ajouter une chose qui est très importante, que dans ce domaine, nous n'avons pas, et là, il l'a dit Samira l'autre fois, médico-social. C'est au-delà des autres domaines, on a médical, mais là, c'est le domaine, on a médico-social et où l'assistance sociale et l'assistance sociale jouent un rôle très important en collaboration avec le médecin, l'infirmier, l'infirmière
et ils peuvent vraiment, s'ils sont une équipe harmonieuse, ils peuvent vraiment rendre service. Ils doivent dire que notre objectif, c'est d'avoir une prise en charge de qualité pour cette femme. Ce n'est ni pour moi en tant que médecin, ni pour toi en tant qu'assistant social. Moi, je suis là au service. Je fais mon travail axé sur les besoins de cette femme qui est victime de violence et qu'elle n'a pas à avoir lieu. Ce n'est pas une maladie. C'est quelque chose qui est violation aux droits humains. Quelqu'un qui est venu et qui l'a violenté. De quel droit il la violente? Alors nous sommes là avec elle, solidaires avec elle, pour faire face à ce phénomène qui peut que nuire notre société. Parce que s'il y a des enfants et après c'est les choses, cette femme va mourir ou va se suicider. Je dois mettre dans ma tête que je suis là au service de cette femme. Et pas je vais rendre service à une assistante sociale ou vice-versa. Non, moi je suis là pour cette femme. Très, très bien. Parfaitement. Alors, on a aussi des questions New Age, des questions en rapport avec la violence sur Internet, la violence numérique. Est-ce qu'elles sont aussi cibles du programme? Je ne pense pas, sauf si je me trompe. Pour l'instant, elles ne sont pas encore prises en compte. Mais effectivement, elles existent. Elles existent, mais comment justement venir à bout? Mais là, je vois que normalement, les violences d'ordre technologique, il y a tout un code pénal à cet égard. Et là, c'est au-delà parce que il y a même des jeunes adolescentes qui ont été amenés à se suicider à cause de ça. Parce qu'il était violenté ou son image, sa photo a été prise à un moment donné. Et là, après, elle était distribuée. Et aussi, l'atteinte à l'intégrité d'une personne à travers les réseaux sociaux et tout ça, je crois que c'est de l'ordre pénal. Il y a une loi qui gère ça. Et normalement, la personne, quand il a ça, il peut aller s'orienter aussi. Parce que pour moi, tout besoin à une assistance médico-sociale, que ce soit son origine, la personne peut aller, parce que c'est une prise en charge, elle est en détresse. Vous avez compris, ce n'est pas on va attendre que quelqu'un frappe quelqu'un d'autre ou qu'on va dire, ah oui, c'est une violence. Non, la personne, s'il vient dans une détresse psychologique en vous racontant qu'elle a eu des menaces à travers tel ou tel, et ils se sont violentés, oui, c'est une violence. Mais s'il n'a pas le problème dans les réseaux sociaux et tout ça, ça rentre. Il y a toute une loi, c'est des gens qui sont experts dans ça. Moi, je ne peux pas parler de ça. Moi, je suis là pour dire, si la personne vient chez nous, comment on va se comporter avec elle et comment on peut réussir sa prise en charge. Ça veut dire toute personne qui vient chez nous en détresse. Oui, parfait. Quoi qu'il soit son origine. C'est ça. C'est pour sauver cette personne. C'est ça mon objectif. Oui, très, très bien. Alors, on a aussi un commentaire sur les sages-femmes qui ont également un rôle important dans la prise en charge de la violence parce que des fois, elles vont être les premiers contacts, que ce soit au niveau rural ou au niveau urbain. Je crois que Samira avait répondu l'autre fois à cette question. Écoutez, tout personnel de santé pour moi est là. S'il suit avec nous cette formation, vraiment, c'est sa raison d'être de prendre en charge les personnes, les citoyennes et les citoyens en détresse qui viennent chez lui. Maintenant, puisqu'il a suivi cette formation, il aura un petit peu plus pour comprendre comment se comporter, comment prendre en charge cette femme. Mais s'il n'a pas les moyens, il voit qu'il ne peut pas, il peut l'orienter, comme on a dit. Il peut l'orienter vers un niveau qui peut la prendre en charge. Et pour la sage-femme, je suis avec les violences sexuelles et tout ça, ça se peut qu'il reçoit des jeunes filles ou des femmes violentées. Il peut faire l'examen et tout à l'aide de médecins qui est avec elle. Et à ce moment-là, il peut faire la déclaration. Et il peut solliciter l'aide de l'assistante sociale au niveau de l'hôpital ou parfois aussi au niveau des délégations, si je ne me trompe pas. Exactement, exactement.
Alors, on a une Tout personnel de santé, à mon avis, n'est pas épargné de ça. Ce n'est pas le métier de un ou, mais si on a une femme qui vient victime de violence, si je vois quelqu'un qui est plus compétent que moi et qui s'intéresse à ça, et je vois que je ne peux pas lui rendre service, je peux l'orienter vers cette personne. Mais si je me vois, je peux lui rendre service, j'ai des contacts, vous êtes là puisqu'on n'a pas encore des choses qui sont, par exemple, une personne qui vient à l'unité de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants, c'est normal que ce professionnel, elle est rodée, c'est lui qui doit la prendre en charge. Mais si on est dans le rural ou dans un patelin lointain, il n'y a personne qui peut prendre en charge cette femme, elle est venue chez nous. Alors c'est normal qu'on doit la prendre en charge et qu'on doit la sécuriser et l'aider à trouver une solution pour qu'elle se sente vraiment sécurisée et qu'elle sait qu'on est là pour l'aider. On ne va pas la laisser dans la détresse. C'est ça mon objectif. Très, très bien. Parfaitement. Parfaitement. C'est très, très bien. Alors, il y avait aussi une autre question que j'ai vu passer. C'est par rapport au... كل مرة كنزيدو ستاج كنزيدو un cran de difficulté. Et ça, c'est valable pour un peu partout, pour beaucoup d'autres choses. C'est comment garantir une communication efficace avec une personne victime de violence sourd-muette. Ça, c'est une difficulté. On va prendre la langue du signe. Hier, j'ai vu qu'il y a des gens qui apprennent de plus en plus en France, un reportage de plus en plus en France, la langue du signe. Et les gens qui leur apprennent ça, c'est les surmuets. Oui. Alors, c'est dans l'inverse. Alors, des gens qui sont experts, qui sont surmuets, qui sont experts, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Si vous arrivez à trouver quelqu'un qui peut vous traduire ce qu'il fait, moi, je ne vais pas dire, ah, tous les professionnels doivent apprendre. C'est comme la mazir, hein? C'est la même chose. La mazir, si vous êtes là et vous devant une femme victime de violence à mazir, qu'est-ce qu'on va faire? Chercher quelqu'un qui peut nous traduire ce qu'il a, ce qu'il veut dire et tout ça. De son confiance, ça c'est encore pire. Parce que c'est une personne à qui il fait confiance. Parce que ça se peut que quelqu'un qui est amazir et qui est le beau-frère, ou la belle-sœur qui est la sœur ou le frère du violeur. Et là, il ne va pas. Alors, il doit chercher quelqu'un de confiance. À qui il fait confiance et qui peut être un traducteur entre nous, ou quelqu'un qui sait la mazir et à qui on peut l'orienter, médecin ou infirmière ou assistante sociale. On a beaucoup d'amazirs qui sont dans le domaine ou à une association, ONG. Ça, c'est le plus important, c'est d'aider cette personne avec ce qu'on peut. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Le plus important هو ما نخليش من راسي، ما نخليش عندي أنا، ما نقصرش. ندير اللي في جهدي نديرو والله سبحانه وتعالى غادي يكمل. Mais nous devons mettre en place, ça ne veut pas dire ah oui, on va rester au CEDAR ربي غادي يكمل. Non, je ne dis pas ça. Normalement, le programme va mettre en place des choses qui sont dans le sens, je crois, aussi intégrées dans ces fonctions des personnes surmuées qui ont arrivé à un niveau qui sont compétents dans ce domaine. Ça veut dire assurer la communication entre la victime et vous, ou l'orienter vers quelqu'un qui peut la comprendre et qui sait et qui est professionnel et qui peut la comprendre pour répondre à son besoin. Tout ce qui est important pour moi, c'est que cette personne ait la meilleure prise en charge possible à votre niveau. Ça. Très bien. Justement, alors on a une très belle remarque de Fatima Zahra Houmani qui nous dit que justement, sur un volet préparedness, l'assistant social doit avoir une liste d'interprètes. Effectivement, il doit être préparé à toutes les situations. Je ne sais pas, quelqu'un de passage qui ne parle pas anglais, un touriste anglais, je ne sais pas. Il faut que j'ai des personnes au niveau de la structure où je travaille, que je sache vers qui je peux me retourner, effectivement. C'est pareil aussi pour la personne qui va connaître le langage la langue des... Moi, j'aime pas toujours comparer nous et les pays développés parce qu'il n'y a pas de comparaison. Hein. Mais dans les pays développés, il y a ça.
il y a les interprètes dans la communauté. La communauté, ils vous contactent dans une association, ils prennent votre numéro et tout dans toutes les institutions. Il y a par exemple le Swahili où, et là, il y a quelqu'un qui est connu, volontaire, très intègre, à qui on fait confiance, assermenté. Et là, on peut faire appel à lui pour lui dire, s'il vous plaît, on a besoin de vous dans tel ou tel tribunal, dans tel ou tel hôpital, pour assurer l'interprète avec une personne de la communauté. Mais cette personne, on lui explique vraiment que cette personne, elle est assermentée, de confiance, et. Parce qu'on ne va pas ajouter une détresse sur une autre. Très bien. Alors, oui, oui, on a des propositions aussi des différents intervenants. Maintenant, avec les nouvelles technologies, Google Traduction. Non, ça coûte cher. Moi, j'ai essayé. Au début, vous dites 3 jours d'essai et après, tu payes 10 €, je ne sais pas, le mois. Et là, c'est une... Très bien. Et donc, on a aussi un témoignage. Oui, ça aussi, c'est une solution s'il veut la personne l'adopter. On a un témoignage assez touchant de Hind qui nous dit qu'elle a déjà eu à accompagner un enfant sourd qui avait assisté à la mort de sa mère battue par son père et qui avait finalement communiqué cette violence et sa détresse à travers les dessins. Donc, tous les moyens pour recueillir justement une remarque qui... D'abord oui, ça va. Donc, j'ai avoir un souci de connexion. Donc, une très belle remarque aussi qui dit que la violence, justement, est un problème multisectoriel. Ça, on n'a pas arrêté de le dire. Dr Hachaoui, elle prenait l'intervention et le disait. C'est très bien maintenant, c'est bien compris. Alors, je ne sais pas, monsieur ou madame Bouterada nous disent c'est un problème multisectoriel. Pour réussir une bonne prise en charge, il faut développer aussi ce volet de communication. La preuve, c'est pour ça qu'on fait tout un volet communication. Il faut aussi qu'il y ait un grand travail sur le volet préventif de tous les intervenants pour éviter les violences. Voilà, c'est très, très bien. Le niveau primaire, secondaire, tertiaire de la prévention, c'est très important. Et ça nous mène à un autre commentaire de quelqu'un qui avait parlé du fait que la santé ne faisait que le curatif et pas le préventif. Non, je ne suis pas d'accord. Et Dr Assadag ne sera pas d'accord non plus, qui nous disait que nous, de notre côté, donc du point de vue santé, on est censé faire le curatif et à la société civile de faire le préventif. Est-ce que vous êtes d'accord? Sincèrement, moi, le domaine de la santé, on a 3 volets, 4. Hein. On a le curatif, le préventif, le promotionnel. Et tout ça, on peut y participer si on veut. Moi, je vous donne un exemple concret. Vous pouvez avoir une femme qui va ramener sa fille parce que son frère l'a frappée avec un verre et l'a blessée. Alors, ça, en quelque sorte, le non-respect de sa sœur ou. Alors là, et la mère va vous dire, ah oui, regarde, ils se sont disputés, mais c'est elle, dans le dit de la maman, elle peut dire ça. C'est elle qui n'a pas voulu lui ouvrir quelque chose, ou lui donner quelque chose, ou aller le servir. Là, le médecin ou l'infirmière doit sauter sur l'occasion pour lui dire, il n'est pas sa bonne. Et de là, vous pouvez faire de la prévention pour sensibiliser cette maman que la sœur, la fille ou le garçon, c'est la même chose. Qu'il ne faut pas favoriser un garçon sur une fille parce qu'après, cette éducation qui nous amène à vivre tout ça. Parce que le garçon a vécu toute sa vie avec sa sœur ou ses sœurs qui le servent et sont ses bonnes. Ah non, il faut donner à votre frère, c'est lui qui est le premier, il faut donner là, allez chauffer lui à manger, allez regarder qu'est-ce qu'il a besoin, il dort jusqu'à midi, alors il faut lui préparer son petit déjeuner, c'est toi la sœur, c'est toi. Et là, on vit avec ça. Et quand ce monsieur, je ne généralise pas, pour qu'on soit clair, je ne généralise pas, c'est notre éducation, il y a certaines mamans qui font ça. Je ne parle pas avec les mamans qui ont bien éduqué, qui ont maintenant des hommes qui respectent la femme et tout. Non, je ne parle pas de ces hommes. Je parle de ceux qui violentent la femme. Et là, pour lui, quand il se marie, qu'elle est à sa merci. Qu'il se marie avec une femme
qu'il n'y a pas de raison que lui, il peut laver la vaisselle. Non. Elle doit aller travailler, elle doit venir rentrer, et là, elle doit préparer à manger, elle doit tout faire. Parce que c'est la violence basée sur le genre. Pour lui, ça, c'est son travail. S'il va aller travailler dehors, c'est son choix, alors c'est son affaire. Alors là, c'est pour ça que j'ai dit, dans l'éducation, dans des opportunités, on ne doit pas rater aucune opportunité à sensibiliser les femmes dans la façon d'éduquer leurs enfants. Ça, c'est très, très important. Parce que je l'ai dit, je le redis, c'est la femme qui est l'ennemi de la femme. Parce que c'est la femme qui éduque ses garçons. Et là, la femme doit être sensibilisée. Elle doit savoir que ce soit du point de vue religieux, que ce soit du point de vue tout ce que vous voulez, des droits humains, droits universels, chacun a ses droits et ses devoirs. Et il y a un respect mutuel qu'on doit avoir au niveau de notre communauté. Chacun doit respecter l'autre, quoi que ce soit son hiérarchie, quoi que ce soit son sexe, quoi que ce soit sa façon de vivre, il y a le respect. Et là, c'est l'un des vraiment principes de droit humain. Et là, on peut prévenir à travers, là, de ces jours-là, je vois beaucoup de spots télévisés contre la violence à l'égard des femmes. Énormément. Ça aussi, renforcer les capacités de nos professionnels de santé, c'est une façon de prévenir, de ne pas avoir, oui, la santé toujours, elle récolte les dégâts des autres secteurs en quelque sorte, parfois. Parce que les femmes ne sont pas éduquées, parce qu'elles ne viennent pas où les femmes ne sont pas bien, l'économie, tout ça. Moi, je ne vais pas rentrer dans si c'est par exemple les intoxications, ou pas que dans le volet de la lutte contre la violence à l'égard de femmes. C'est là les effets de ce qui se passe dans notre société, des maux physiques, émotionnels, tout ça, on les voit dans la santé. C'est pour cela qu'on voit que la santé qui sera amenée à prendre en charge ça. Très bien, c'est parfait, c'est parfait. Alors, je pense qu'on... Et la santé ne peut pas tout faire entre nous. C'est l'affaire de tout le monde. Et c'est de là les déterminants sociaux. Et c'est de là le concept et le fondement de Health in All Policy. La santé dans toutes les politiques. C'est-à-dire que la santé doit prendre vraiment une part et elle doit être prise en charge, prise en considération à travers les autres politiques des autres départements. Et ça, on le voit de plus en plus, alhamdoulilah, et là, on doit aller encore plus pour réduire les effets de tout mauvais comportement dans la société. Très, très bien. Je pense qu'on a répondu à quasiment toutes les questions. Donc, merci beaucoup, Dr. Asrag. Pour rappel, j'ai vu passer beaucoup de questions relatives aussi au matériel pédagogique. Donc, comme je disais à l'introduction, demain, Inch'Allah, on vous expliquera exactement comment vous obtiendrez tout le matériel pédagogique, comment vous mènerez le quiz, comment vous obtiendrez la certification. Donc, demain, Inch'Allah, jusqu'à demain. Comme dans la télé, pour vous tenir en haleine. Ça ne fait pas. Voilà. Samira, tu veux dire un petit au revoir? C'est bon? Oui, merci. Merci, Dr. Asrag. Merci, professeur Bouziane. Et merci aux participants d'être patients. Inch'Allah, demain, Inch'Allah, on aura abouti notre ambition. Allah. Donc, merci beaucoup, Dr. Hachaoui, de m'avoir associé à ce programme, professeur Amal. Et Sinaoufel, merci infiniment, un grand merci pour votre assistance infaillible. Et merci à toutes les participantes et les participants. Et Inch'Allah, au prochain rendez-vous. Au revoir. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Donc, même heure, 14h, Inch'Allah, même lien. Ce sera Inch'Allah la séance de clôture. Merci beaucoup. Au revoir.